Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis le lieutenant-colonel Thierry Burger, donc je suis des pompiers de Paris. Je vais me présenter tout à l'heure dans mes fonctions. Alors, je voudrais d'abord remercier Madame Dalibert de m'avoir invité pour cette conférence. Et j'en profite pour saluer mes homologues du SDIS qui sont présents. Donc, c'est avec plaisir qu'effectivement, je suis content de savoir qu'ils ont été invités à cet auditoire. Malheureusement, on n'aura pas trop le temps d'échanger parce que les contraintes logistiques font qu'on est obligé de partir assez tôt. Donc, je vais vous présenter. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ça vous rappelle peut-être une intervention. D'habitude, je fais des présentations où on met les photos du moment. La cathédrale Notre-Dame, Dieu sait s'il y a des photos, mais là, j'ai quand même cherché un petit peu ce qui s'était passé dernièrement. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, c'est un feu de l'église Saint-Pierre-sur-Dive, le 9 janvier 2017, donc un feu qui effectivement a été traité par les services du SDIS qui ont permis d'épargner donc le clocher et la sacristie qui ont été préservés. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Donc voilà ce que je vais vous présenter. Donc quelques éléments de contexte, vous connaissiez un peu les grandes lignes en termes de sécurité incendie pour les monuments historiques, et on verra que ça s'applique notamment au patrimoine religieux. Je vous présenterai des mesures et points de vigilance pour les églises qui restent ouvertes au public. Les mesures du plan d'action sécurité cathédrale, parce que vous le verrez, moi je suis en charge des cathédrales, notamment des 89 édifices de culte qui appartiennent à l'État et pour lesquels il y a un plan d'action qui a été mis en œuvre suite au feu. Certaines de ces mesures sont forcément transposables aux églises. Et bien évidemment, il y aura des types d'édifices comme celui-là où vous aurez effectivement une volonté de réouvrir au public ou d'en avoir un usage avec un accès du public. Alors, simplement, Eric, tout à l'heure, vous a présenté un peu notre organisme, notre organisation. Donc, nous faisons partie de la Direction générale des patrimoines, donc qui est une des 4 directions du ministère, dans laquelle on retrouve une inspection des patrimoines, et au sein de cette inspection, vous avez la MISA, ce qu'on appelle la mission sécurité, sûreté, accessibilité. Bon, l'accessibilité, depuis quelque temps, on n'a pas de correspondant, mais on retrouve cette organisation assez symétrique, comme vous pouvez le voir, donc avec sur la gauche, sur votre gauche, le pôle sécurité incendie, avec 3 personnels de la BSPP qui sont brigade de sapeurs-pompiers de Paris, pardon, qui sont mis à disposition du ministère de la Culture. La collaboration avec le ministère, elle date de 1980 pour le musée du Louvre. Ça s'est étendu ensuite aux autres musées. Vous savez qu'il y a 1200 musées nationaux, musées de France. Et puis le feu du Parlement de Bretagne, et ça vous parle, en 1994. Le feu du Parlement de Bretagne a mis en évidence une problématique de protection du patrimoine qui devait être développée. Donc par ce biais-là, le ministère de la Culture a souhaité avoir un deuxième collaborateur plus spécifiquement axé sur le domaine patrimonial, monument historique. Et on a un 3e acteur aussi qui s'occupe de formation, sécurité incendie et secourisme au sein du ministère de la Culture. Et vous avez le pendant côté sûreté avec 3 officiers de police qui sont mis à disposition par le ministère de l'Intérieur. Vous voyez que c'est symétrique puisqu'on a des correspondants dans les musées de France, je le rappelle, 1200. Une organisation pour l'architecture et le patrimoine. Moi, en ce qui me concerne, je suis en charge du patrimoine, prioritairement celui de l'État, mais à la demande, j'interviens aussi pour les collectivités, voire les particuliers. Ça m'arrive de faire des missions, j'en ai fait dernièrement en Normandie aussi pour des particuliers. J'ai également en charge les 20 écoles d'architecture, puisque vous savez que les écoles d'architecture ont plusieurs tutelles, mais notamment une tutelle du ministère de la Culture. Et donc plutôt dans le programme de formation des architectes, les architectes du patrimoine, donc ceux qui font les 2 diplômes de spécialité d'architecture, Chaillot et Paris-Belleville, les architectes urbanistes de l'État, et ponctuellement pour quelques écoles d'architecture dans le cursus, ce qu'on appelle maintenant HMONP, habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre. Quelques données, mais vous connaissez ça mieux que moi, donc vous voyez qu'il y a 44 000 immeubles protégés, il y en a à peu près 14 000 qui sont classés au titre des monuments historiques. 1000 ouvrages de génie civil protégés, parmi ceux-là vous avez notamment par exemple le pont du Gard. Alors le pont du Gard, ça me parle parce que quand je suis arrivé au ministère de la Culture en 2016, il y avait une volonté de classer ça ERP, le pont du Gard. Donc il y avait certains qui voulaient classer ça ERP, donc il a fallu se déplacer pour les dissuader et argumenter pour pas que ça soit un ERP.
Et puis vous avez un certain nombre de sites patrimoniaux remarquables, qu'il s'agisse de centres urbains, de quartiers, voire de villages, hein, qui sont identifiés avec ce label. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est la répartition des monuments historiques. Vous voyez que le secteur privé est prépondérant, suivi par les communes. Le pourcentage de l'État, il est relativement faible, et ceux qui sont affectés au ministère de la Culture, c'est à peu près 2%. Ce qui est intéressant, alors je ne l'ai pas marqué, mais c'est de constater aussi qu'il y a un tiers de ce patrimoine, de ces monuments historiques, qui relèvent de bâtiments religieux. Donc ça prouve qu'effectivement la pertinence de cette intervention de cet après-midi. Alors ça, c'est un extrait que j'ai pris sur un document. Alors c'est peut-être pas très lisible, mais ça recensait en fait par région les bâtiments qui présentaient, donc les églises et chapelles, qui présentaient des désordres, notamment structurels. Et vous pouvez voir, ce qui m'avait interpellé, c'est qu'effectivement, dans la région Normandie, alors ce qui est en bleu, c'est les bâtiments qui devaient bénéficier de mesures d'entretien. Celle en gris, eh bien, effectivement, ça nécessitait des gros travaux. Et tout ce qui est en noir, eh bien, effectivement, c'est des bâtiments sur lesquels il y avait du péril. Donc, vous savez qu'il y a à peu près 42 000 églises et chapelles paroissiales. Et sur ce patrimoine assez important, il y a à peu près 500 édifices religieux qui sont classés en péril. Donc, dans la région, vous en avez une centaine. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans les monuments historiques, en fait, il y a l'origine des sinistres, hein, puisque moi je vais parler surtout de la sécurité problématique incendie. La majorité, déjà, c'est un peu plus de 30%, vous avez le risque électrique. Alors, quand on dit le risque électrique, ce n'est pas uniquement des bâtiments qui ont une installation électrique défectueuse, ça peut être aussi des bâtiments qui ont une installation correcte, mais pour lesquels l'utilisation qu'on en fait n'est pas satisfaisante. Alors moi, je visite prioritairement les cathédrales. On sait d'emblée les endroits où il faut aller pour trouver ce type de problématique. On les trouve dans les sacristies, on les trouve au niveau de l'orgue, autour du buffet de l'orgue, effectivement. Il y a tous les chauffages d'appoint, toutes les installations un petit peu de bricolage qui sont faites pour pouvoir effectivement soit procurer du chauffage d'appoint, soit des frigos, soit enfin on trouve de tout. Hein, c'est un petit monde, l'organiste est tout seul, il aménage ses installations, personne ne va le déranger. Les commissions de sécurité montent rarement pour aller voir ce qui se passe là-haut, hein, ce n'est pas leur cœur du sujet, elles s'intéressent à la sécurité du public. Mais effectivement, nous on connaît un peu ce type de fragilité. Donc le risque électrique, 30 à 40% des sources de risque d'origine d'un sinistre. Après, vous avez ce qu'on appelle les travaux par point chaud. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, les travaux par point chaud. Hein, c'est tous les travaux qui vont générer en fait un risque par une flamme ou une énergie. Donc, quand vous allez faire, par exemple, la découpe, quand vous allez faire des travaux d'étanchéité, eh bien là, effectivement, il y a un risque important avec des feux parfois couvants. Donc, ce qu'on va demander, c'est effectivement la mise en place de permis de feu, avec des procédures qui restent à bien mettre en place pour s'assurer effectivement qu'il y a une analyse du risque qui a été faite et qu'après les travaux, eh bien, surtout quand il y a des travaux sur le long terme, eh bien, qu'on ait des mesures de vérification, de contrôle, avec une professionnalisation de ces contrôles, on va le voir, si on a le temps un peu, de la détection de chantier et des rondes par caméra thermique. Le non-respect de consignes, effectivement, par exemple, l'interdiction de fumer s'en fait partie. Et puis le risque food, c'est à peu près 10% du risque. Donc quand vous regardez le cumul de ces 4 origines, eh bien, vous retrouvez à peu près 80-90% des sources de risque dans un monument historique. Et a fortiori, on le retrouve, nous, dans les cathédrales, c'est à peu près ce qu'on retrouve. Alors, je dirais que les mesures, ce qu'il faut bien voir dans un premier temps, c'est que quand vous êtes dans des églises qui sont ouvertes au public, eh bien, vous êtes établissement recevant du public et que vous avez dès lors des obligations qui sont liées à ce statut de RP. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un point très important. Alors, il y a parmi les points essentiels qui font la sécurité d'un ERP, eh bien, ça veut dire qu'il y a la présence d'un exploitant qui est sur place. Alors, quand on dit exploitant, c'est au sens d'un ERP. Pour une cathédrale, pour une église, ça sera un affectataire qui devrait être présent pour assurer quand le public est présent. Alors ça, c'est une grosse difficulté,
parce que, y compris pour les cathédrales, eh bien, on n'a pas de représentants en permanence sur place où on donne une tolérance à proximité immédiate pour pouvoir assurer la sécurité du public. Le public ne se met pas en sécurité tout seul. Puisque c'est un ERP, eh bien, il y a des règles qui s'appliquent. Et en l'occurrence, pour le ministère de la Culture, nous avons décliné un arrêté spécifique, un arrêté de 2006, qui statue sur la responsabilité et l'organisation de la sécurité incendie pour les établissements recevant du public qui relèvent du ministère de la Culture, les cathédrales étant un exemple. Mais ce principe-là d'ERP avec obligation d'un exploitant, entre guillemets, donc traduisez l'affectataire cultuel, eh bien, c'est un point fondamental pour la sécurité. La vacuité de l'ensemble des dégagements, il est bien évident que vous avez un nombre important souvent de dégagements, mais pour des questions souvent de sûreté, on condamne certaines issues. Et donc, il y a une incohérence dans les cheminements d'évacuation, parce que le public, il voit, comme vous l'avez ici, par exemple, des blocs autonomes d'éclairage de sécurité, et quand il va vers ces blocs, il se retrouve bloqué. Donc là, il y a complètement une incohérence. Il faut être particulièrement vigilant pour faire en sorte que ces mesures de sûreté et de sécurité ne soient pas rendues incompatibles. Je rappelle que dans une église comme une cathédrale, le risque incendie pour le public dans la partie nef, il est asymptotique à zéro. Le risque, c'est plutôt un risque de panique, puisqu'on voit que maintenant le public a des comportements parfois aberrants, et dans certains édifices qui sont assez fréquentés parce qu'ils figurent sur des circuits de visite notamment, où ils sont inscrits UNESCO ou autres, eh bien, vous avez une fréquentation importante avec des bus qui arrivent, et en fonction de certains événements, vous avez des mouvements aberrants avec des mouvements de foule. Bien évidemment, le bon fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité, que ce soit les installations électriques, que ce soit les équipements d'alarme, l'éclairage de sécurité, ça fait partie des points fondamentaux. Et puis, il y a un point essentiel qui est effectivement, comme je vous l'ai dit, vous avez un exploitant, vous avez un service de sécurité incendie, constitué souvent de bénévoles, mais ce sont ces personnes qui sont chargées d'assurer la sécurité du public. Ils doivent être donc formés à l'utilisation des moyens de secours qui existent dans l'Église, et surtout, ils doivent être formés à la conduite à tenir en cas de sinistre, c'est-à-dire quelles sont les actions prioritaires que je dois engager. Eh bien, dans un premier temps, de faire évacuer le public, et notamment de m'intéresser, vous allez tous faire rentrer au maximum des gens qui sont en situation de handicap, parce que c'est les mesures qui sont actuellement mises en œuvre depuis très longtemps, il y a un certain retard, mais à partir du moment où on a fait rentrer ces personnes-là, il faut assurer leur sécurité aussi, leur évacuation, et ce n'est pas une évacuation immédiate, c'est souvent une évacuation différée, et ces personnes-là ont besoin de vous, donc il faut avoir défini une organisation pour les prendre en charge. Il va falloir alerter les secours. Alerter, on se rend bien compte que dans certains cas, le téléphone portable, c'est une mesure qui peut être acceptée de manière dérogatoire, mais ce n'est pas une mesure fiable. Juste pour information, lors du feu de Notre-Dame, le réseau de téléphonie était complètement saturé, inopérationnel, et donc il y a eu besoin d'avoir recours au téléphone satellitaire pour pouvoir faire passer un certain nombre de communications. Donc on voit bien que dans les gros événements, effectivement, le téléphone portable ne garantit pas une fiabilité des moyens d'alerte. Et puis, vous allez accueillir les secours. Si ça se passe pendant la journée, on vous demandera d'accueillir les secours, de leur mettre à disposition les moyens pour travailler, c'est-à-dire des clés, un jeu de clés, un pass pour pouvoir aller en tout lieu de l'église. Et puis, j'espère que demain, vous aurez dans vos lieux de culte, on le verra tout à l'heure, un plan de sauvegarde des biens culturels pour justement préparer l'intervention des pompiers, pour leur permettre effectivement, quand ils vont arriver, en toute autonomie, sans avoir besoin de personnel du clergé ou du ministère ou d'une autre entité ou de conservateurs, de pouvoir travailler tout seul dans le premier moment. Donc ces points-là, ce sont des points essentiels qu'on décline aussi pour les cathédrales. Les points de vigilance, forcément le stockage dans des lieux non adaptés. La problématique qu'on trouve, que ce soit des cathédrales, des églises, tous ces lieux de culte, on a des problèmes pour trouver des lieux de stockage adaptés. Le stockage est souvent disséminé, et ce qu'on préconise, nous, c'est de le centraliser dans des lieux qui soient adaptés, donc qui répondent à 3 critères. Le premier, c'est un critère fonctionnel. Il faut leur mettre à disposition des lieux qui soient adaptés, forcément en termes de positionnement, qui soient adaptés sur le plan de la conservation et qui soient adaptés sur le plan du risque incendie. La gestion des bougies et des cierges, ça, effectivement, on a eu un certain nombre de sinistres. La cathédrale de Chartres a fait l'objet de 2 sinistres concernant cette problématique de gestion des bougies.
donc avec des stockages de bougies sous les présentoirs. Donc ce qu'on préconise, c'est une gestion, mais également que la nuit, effectivement, on éteigne ces bougies. La prise en charge des personnes en situation de handicap, j'en ai parlé. La traçabilité des formations sur le registre sécurité. Bon, on a bien vu que sur le feu de Notre-Dame, ça tient lieu à l'organisation spécifique d'une cathédrale. Il y a un responsable unique de sécurité. C'est un architecte des bâtiments de France qui est responsable unique. Et il a, si vous voulez, une responsabilité qui s'exerce sur le chargé de sécurité du clergé, le chargé de sécurité du Centre des Monuments Nationaux qui fait visiter les parties hautes, etc. Donc une arborescence de la sécurité qui est bien claire, en tout cas dans les cathédrales. Et on a bien vu ce que les deux juges ont demandé au ministère de la Culture. Eh bien, sortez-nous un certain nombre d'actions, de traçabilité des actions qui ont été conduites, et notamment sur la formation des acteurs. L'accueil, le guidage et secours, j'en ai parlé, donc notamment la présence d'un plan de sauvegarde des biens culturels. En parlant de plan de sauvegarde, je vous ai parlé tout à l'heure du feu du Parlement de Bretagne en 1994, qui avait particulièrement ému la population parce que c'était le seul bâtiment qui avait échappé à un feu très important qui avait ravagé la ville de Rennes, compte tenu du mode constructif de l'époque. Et donc, quand c'est ce bâtiment qui a été concerné par les flammes, ça a particulièrement ému. Et c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement, on a pris conscience du besoin d'anticiper les mesures de protection des œuvres, des biens culturels, lors d'un sinistre. Alors, le plan de sauvegarde, ce n'est pas uniquement le risque incendie. On a un certain nombre d'édifices sur lesquels on peut avoir des risques liés également à l'eau, de par le positionnement. On peut avoir d'autres types de risques. On fait un recensement des œuvres et des collections. On définit surtout des priorités. Alors, cette priorisation, ce n'est pas les pompiers qui vont la faire. C'est des sachants. Alors, quand c'est des cathédrales, c'est des personnels du ministère de la Culture, en liaison avec la commission des arts sacrés, en liaison, effectivement, avec le conservateur des antiquités objets d'art, qui vient souvent du département, du conseil départemental. On a les acteurs qui vont intervenir, dont notamment les pompiers. Mais les pompiers n'interviendront qu'à partir du moment où vous aurez priorisé ces œuvres. Et il y aura un travail conjoint après avec les pompiers pour déterminer effectivement ce qu'on va pouvoir déplacer et ce qu'on va pouvoir protéger sur place. Et si on déplace, quels sont les lieux de repli qui soient adaptés. Dans le cas du feu de Notre-Dame, on avait imaginé un lieu de repli qui était le presbytère. On n'avait pas imaginé un scénario de feu aussi dantesque. Et donc le presbytère, il était inadapté parce que trop près du lieu du sinistre. Donc c'est pour ça qu'on privilégie aussi plusieurs lieux de repli. Donc là, vous avez une image de ce qui avait été fait un an avant le feu de Notre-Dame. Donc une protection de deux des plus gros tableaux de la cathédrale qui étaient les plus difficiles à traiter. Et donc qui avait fait l'objet d'un exercice toute une après-midi pour que les pompiers s'entraînent avec du matériel prêté par le musée du Louvre, en vue d'acquérir ce type d'équipement. Alors, j'en viens au plan d'action sécurité des cathédrales. Il y a 89 cathédrales, enfin 87 cathédrales, une basilique et une église qui relèvent de l'État, et pour lesquelles, effectivement, suite au feu de Notre-Dame, il y a eu une volonté de mettre en place un plan d'action qui a été signé dernièrement, diffusé aux différents acteurs, notamment également au ministère de l'Intérieur, qui est un acteur important dans la mise en œuvre de ce plan. Alors forcément, c'est toujours une difficile équation entre préservation de l'authenticité et intégration des moyens de secours. Mais je pense qu'on a franchi maintenant certaines difficultés, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les installations de sécurité étaient souvent cachées. Je prends par exemple l'exemple des colonnes sèches. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, les colonnes sèches. C'est des dispositifs qui permettent aux pompiers d'intervenir dans les parties sommitales, notamment les combles. Donc c'est des tuyaux fixes qui leur permettent de s'affranchir donc de transport de tuyaux. Et donc ces colonnes sèches, eh bien, généralement, elles étaient plutôt cachées que utilisées comme un véritable outil. Et donc on arrivait à un certain nombre d'aberrations dans le cheminement de ces colonnes sèches qui finalement étaient inopérationnelles parce qu'elles étaient dans le volume à risque. Il y a également, vous avez tous en mémoire le feu de Notre-Dame avec ses combles qui étaient non recoupés. Maintenant, effectivement, on envisage beaucoup plus facilement de recouper les combles parce que effectivement, on a bien pris conscience des risques, mais surtout, on sait que c'est réversible. Alors dans le cas de Notre-Dame, ça aurait été impossible à faire parce que la configuration des lieux ne s'y prêtait pas. Mais dans certains édifices, c'est possible de le faire.
On n'a pas de schéma d'intervention type, parce que forcément, chaque cathédrale est spécifique dans sa conception. Les difficultés d'intervention des secours sont incomparables entre l'église d'Aire-sur-Adour et la cathédrale forteresse d'Albi. On n'est pas du tout sur les mêmes difficultés, sur les mêmes organisations. Je regarde si j'ai un peu de temps. Donc, on a forcément ce plan d'action, il n'a pas été établi à partir du feu de Notre-Dame, parce qu'on n'a pas tous les éléments de retour d'expérience. Par contre, on avait, depuis 1995, suffisamment de retour d'expérience des visites pour pouvoir effectivement faire des mesures. Alors, ça sera une amélioration qui sera forcément progressive, parce que même si c'est l'État, il a des moyens quand même qui ne sont pas extensibles. Et donc, il y aura un phasage des travaux, une amélioration en 3 temps, donc des mesures immédiates pour la fin de l'année et des mesures à court terme et à moyen terme. Et surtout, ça sera adapté avec 3 seuils de sécurité. On va d'abord s'assurer que toutes les cathédrales aucune des cathédrales n'est en dessous d'un seuil réglementaire. Le seuil réglementaire, c'est celui qui est fixé d'une part par le Code de la construction et de l'habitation, hein, donc les mesures de prévention, mais ça va être également toutes les cathédrales qui n'auront pas de plan de sauvegarde seront considérées comme des cathédrales qui sont non réglementaires, puisque le plan de sauvegarde des biens culturels, c'était jusqu'à présent une directive du ministère de la Culture, et depuis quelques années, c'est inscrit dans le Code de la sécurité intérieure, puisque maintenant, Orsec, dans le cadre du dispositif Orsec que vous connaissez bien, eh bien, il y a Orsec Patrimoine. Et la déclinaison, pour nous, ce sont les plans de sauvegarde des biens culturels. Donc toutes les cathédrales qui ne répondent pas aux exigences réglementaires des ERP, mais également qui n'ont pas de plan de sauvegarde des biens culturels, seront considérées comme non réglementaires. Donc c'est le seuil bas en dessous duquel aucune cathédrale ne doit se trouver. Après, vous aurez un seuil intermédiaire qui est le seuil vers lequel la majorité des cathédrales vont tendre et sur lesquels on va améliorer les conditions de sécurité. On va aller au-delà des exigences réglementaires pour favoriser l'intervention des secours, en leur mettant à disposition, dans la majorité des cas, un deuxième accès, parce que parfois on n'a qu'un seul accès pour les pompiers, et intervenir dans les parties sommitales avec un seul accès, c'est forcément très difficile. On va leur mettre à disposition des colonnes sèches, on va mettre un certain nombre de moyens pour favoriser leur intervention. On va leur assurer, par exemple, d'avoir un organigramme des clés qui leur permette d'accéder, d'avoir des passes pour accéder partout. Et puis, il y aura le seuil haut, parce que quelques cathédrales auront des mesures un peu spécifiques qui vont aller bien au-delà. Ça peut être des systèmes d'extinction automatique, ça peut être un service de sécurité incendie avec une structure professionnelle, des agents SIAP, ce qu'on appelle. Donc ça va concerner quelques édifices. Alors, je ne vous cache pas qu'on a quand même, quand on a établi ce plan d'action, on a consulté la conférence des évêques de France, et qui nous a fait un certain nombre d'observations. Et on reste avec quelques divergences sur notamment 2 points pour lesquels on attend l'arbitrage du bureau des cultes du ministère de l'Intérieur, qui porte sur le sujet de la présence de l'affectataire pendant la présence du public, considérant que c'est un ERP et que pour nous, effectivement, il doit y avoir un affectataire présent. Et le deuxième sujet, effectivement, c'est le sujet de la symbolique des clés. Effectivement, vous avez parlé tout à l'heure de cette jurisprudence qui est reprise dans une circulaire de 2011, mais pour lequel, avec les textes récents, en tout cas de la sécurité incendie, on a considéré qu'effectivement, l'architecte des bâtiments de France, qui est le responsable unique de la sécurité pour les cathédrales, doit pouvoir intervenir en tout temps et en tout lieu dans la cathédrale, en respectant bien sûr des mesures liées à certains endroits, à certains lieux particuliers, comme l'accès dans les sacristies. Et puis, bien sûr, que les pompiers puissent intervenir également avec des passes. Voilà. Donc ça, c'est les 2 sujets sur lesquels, effectivement, on a cette symbolique des clés qui est un point important. Bien évidemment, ce plan d'action, il va reposer sur des mesures constructives. J'ai parlé du recoupement des combles, des mesures techniques. On va généraliser la détection incendie à l'ensemble des cathédrales, et des mesures organisationnelles aussi, avec notamment une demande pour que les cathédrales soient répertoriées par les pompiers et qu'on leur mette à disposition aussi des plans de sauvegarde des biens culturels. Donc ça, c'est des mesures organisationnelles. Donc il y aura 8 domaines. Alors je vais aller rapidement, mais vous voyez un petit peu. Forcément, quand je vous ai mis que le risque électrique et les travaux par point chaud, c'est les risques majeurs, bien évidemment, on va les traiter.
Je vous montrerai tout à l'heure des petits guides qui ont été faits, qui sont intéressants pour vous, que vous pouvez utiliser dans le cadre de vos édifices. Réduire les risques de développement et de propagation d'un sinistre, notamment en mettant la détection incendie, qui va permettre une alarme précoce, mais surtout, cette détection incendie sera exploitée H24, puisqu'il n'y a pas d'obligation pendant la journée, puisque c'est une obligation qui va au-delà des exigences réglementaires, mais surtout, elle a vocation à assurer la préservation des biens, et notamment en tout temps. Et donc, ça veut dire que H24, on doit avoir une organisation. On doit professionnaliser ce qui, jusqu'à présent, quand il y avait une détection, reposait sur une organisation de bénévolat, donc sans certitude d'avoir une réactivité. Entretenir des relations privilégiées avec les services de secours. Jusqu'à présent, les services de secours, c'était plutôt considéré, les pompiers, on les voyait comme la commission de sécurité avec l'élément censeur qui arrivait, la sanction de l'avis défavorable de la commission de sécurité. Or, en fait, les pompiers, il y a 3 acteurs chez les pompiers. Il y a le préventionniste, effectivement, qui est un des membres de la commission de sécurité, mais vers lequel, effectivement, on va rappeler aux différents acteurs que le préventionniste, ça doit être également un acteur sur lequel on peut échanger en amont. Alors, il ne s'agit pas d'attendre d'eux la solution, mais en tout cas, quand on a plusieurs hypothèses, on peut échanger en amont, quand on a un projet, pour échanger avec la commission de sécurité, le service prévention. Donc, premier acteur, la prévention. Le deuxième acteur, effectivement, c'est ce qu'on appelle la prévision opérationnelle. C'est préparer l'intervention dans ce type d'édifice. Et jusqu'à présent, on considérait qu'une cathédrale, un lieu de culte, c'était assez facile pour les pompiers à intervenir. Ce n'était pas l'édifice qui était pour eux le plus problématique. Mais le feu de Notre-Dame a mis en évidence que finalement, ce type de bâtiment, c'est parfois difficile pour y accéder parce qu'ils sont en cœur de ville, ils sont enclavés souvent dans un tissu, avec un risque qui est assez fort parmi le risque n'est pas souvent à l'intérieur de la cathédrale, mais ça peut être à l'extérieur. Je prends la cathédrale de Nice, je prends la cathédrale de Fréjus, etc. On a pas mal de cathédrales qui sont complètement enclavées, où les pompiers ont des difficultés pour intervenir parce que les axes de circulation, l'activité qui se fait autour de la cathédrale rend difficile leur accès. Ça peut être difficile pour eux pour intervenir parce qu'autour d'une cathédrale, c'est souvent un gruyère, et on se rend compte que finalement, les engins de pompiers, on n'assure pas la portance des engins, et qu'il y a des engins qui risquent de se retourner parce que la voirie n'a pas la force portante et la résistance au poinçonnement ad hoc. Donc il y a toute une réflexion pour revoir complètement ce principe et permettre aux services de secours d'intervenir. La prévision opérationnelle, c'est notamment de faire ces plans étarés qui vont permettre effectivement de préparer l'intervention pour les pompiers. Sous réserve qu'on leur ait donné des plans, qu'on leur donne des informations, qu'on mette à jour ces informations. Donc ça, c'est le point essentiel. Autre point qu'ils ont découvert également suite au feu de Notre-Dame, ou qu'on a redécouvert, c'est que finalement, souvent, on se focalisait sur les combles, mais en fait, ce qu'on doit sauver, c'est souvent les tours, quand il y a une organisation avec des tours. On a parlé d'autres cathédrales, d'Arras, etc. Donc on a cette problématique où, structurellement, l'enjeu porte sur les tours, avec notamment les beffrois, où on sait que si on ne tient pas le beffroi, par un effet en chaîne, on risque de perdre tout l'édifice. Donc l'enjeu opérationnel, la stratégie d'intervention pour le commandement des opérations de secours, elle a été revue. Et donc il y a un document que je mettrai également dans le support qui vous montre la réactivité des services de secours et notamment du ministère de l'Intérieur. C'est de faire un partage d'informations opérationnelles suite au feu de Notre-Dame pour faciliter le travail des pompiers et leur expliquer qu'un feu dans un édifice de culte, quel qu'il soit, ça peut être dangereux, ça peut être délicat en tout cas, il faut prendre un certain nombre de précautions. Il y a le problème du plomb aussi qu'on a redécouvert. Bon, ce n'est pas le point le plus majeur, mais ça a au moins l'occasion de montrer comment les services de secours partagent l'information opérationnellement de manière assez rapide. Et le troisième service qui est important, c'est le service opération, c'est les intervenants, c'est eux qui vont mettre en œuvre notamment ce fameux plan de sauvegarde des biens culturels. Entretenir, donc ça j'en ai parlé, encadrer les conditions d'exploitation des différentes activités, forcément, notamment dans la cathédrale, on n'a pas que des activités cultuelles, on peut avoir des activités culturelles. Et là, il faut bien les encadrer pour préserver les intérêts de chacun, notamment les parties visites des parties hautes. Le plan de sauvegarde, on en a parlé. La formation des acteurs sur les enjeux de sécurité, c'est un point fort. Et les mesures organisationnelles, j'en ai parlé. Alors, il est bien évident que ça, c'était pour les établissements qui étaient déjà ouverts au public, sur lesquels il y a des mesures de vigilance. Vous avez un nombre d'édifices importants qui sont fermés au public.
pour un certain nombre de raisons, et pour lesquelles il y a peut-être des projets de les réouvrir au public. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est d'abord quelle activité vous allez faire dedans, parce que pour ces bâtiments patrimoniaux, sachez bien qu'il n'y a pas de réglementation spécifique pour les monuments historiques. La réglementation qui va s'appliquer, c'est en fonction de l'activité que vous allez y faire. Si vous voulez faire, dans certains cas, une activité qui va s'apparenter à de l'activité qui reçoit du public, à ce moment-là, vous aurez une réglementation. Mais si vous voulez faire d'autres types d'activités, eh bien, la réglementation peut évoluer. Donc, il n'y a pas de réglementation type propre aux monuments historiques. Et bien sûr, il va falloir s'entourer de bons acteurs. Alors, les premiers, déjà, je rappelle que les pompiers en France, ils sont 250 000. Sur ces pompiers, vous voyez qu'il y a à peu près 90%, ce sont des volontaires. Le reste, c'est des professionnels. Il y a 10% de professionnels avec des représentants du SDIS, qui sont bien sûr les plus gros représentants. Et puis, vous avez quelques organisations particulières militaires. Alors, vous avez entendu parler de la sécurité civile, malheureusement, avec le drame d'hier, avec les 3 acteurs qui sont décédés. Vous avez aussi les bataillons des marins-pompiers de Marseille, c'est suite au feu de Marseille, donc dans les années 1930, et puis la brigade Sapeurs-Pompiers de Paris. Donc voilà, vous retenez, il y a 250 000 pompiers, mais parmi ces 250 000, il y en a 90% qui sont des volontaires. Ça fait parmi des interlocuteurs sur lesquels vous allez vous appuyer. Vous allez forcément vous appuyer sur la commission de sécurité avec son préventionniste, l'architecte du patrimoine. Je crois qu'il y en avait un qui a présenté ce matin qui a fait une intervention, donc ça c'est un acteur important. Vous aurez le bureau d'études en sécurité incendie, sur lesquels il faut essayer de trouver. Alors on a des listes, mais on donne pas un ordre on n'a pas de priorité, bien sûr, on ne peut pas donner mais ça va dépendre aussi de la personne. Et on a quelques bureaux d'études en sécurité incendie qui ont une fibre patrimoniale. Et puis dans certains cas, ça peut être le conseiller sécurité, puisqu'on peut travailler aussi au profit de particuliers, de collectivités, voire de particuliers. Voilà, juste pour dire que la défense efficace d'un patrimoine, c'est un ensemble de choses que j'ai présentées rapidement, mais c'est des mesures de prévention, c'est des mesures de prévision opérationnelle, comme notamment, on a parlé des plans étarés, établissements répertoriés. Ça va être le fameux plan de sauvegarde des biens culturels qu'il va falloir faire dans les meilleurs délais, et puis l'intervention des services de secours. Donc tout ça, c'est des mesures qui doivent se regrouper pour pouvoir prétendre à une défense efficace. Alors, je voulais, avant ça, juste vous présenter, je crois que j'ai 5 minutes encore, quelques documents. Donc, ça, c'est un document qui a été fait par la Direction générale de la sécurité civile, donc ministère de l'Intérieur, et qui a vocation à présenter un partage d'informations opérationnelles dont je vous ai parlé, donc sur les édifices de culte, mais également les autres types d'établissements culturels. Donc, grosso modo, ça permet aux pompiers de comprendre comment s'est constitué un lieu de culte, de comprendre comment est constitué donc, les éléments sommitaux, et notamment, vous allez voir, cette problématique d'intervention dans les parties sommitales, parce que intervenir dans les parties sommitales, c'est déjà délicat pour les pompiers. Je rappelle qu'il ne s'agit que souvent de préservation des biens. Donc l'enjeu pour le commandant d'opération de secours, c'est est-ce que j'engage du personnel dans des zones sur lesquelles il y a un risque structurel, alors qu'il n'y a plus d'enjeu humain. Donc ça, c'est un gros dilemme pour le commandant d'opération de secours. On a eu le cas sur le feu de Notre-Dame. Ça a été un dilemme également pour le général d'engager effectivement des pompiers pour sauver le beffroi, la tour nord. Et puis surtout, quand on leur met à disposition des moyens d'extinction, il faut savoir que au niveau des combles, vous n'avez souvent pas de dispositif d'évacuation des eaux d'extinction, et donc ça peut créer une surcharge structurelle. Donc toutes ces notions-là, effectivement, ça leur permet de se rappeler qu'il y a un certain nombre de règles. Donc là, je laisserai. Qu'est-ce qui est intéressant pour vous ? Lorsque vous faites des chantiers, il y a un petit guide qui avait été très bien fait à l'attention des compagnons. En 2013, il y avait un nombre de feux très importants qui ont impacté les monuments historiques. Il y a un petit guide pour sensibiliser les compagnons. Alors moi, je vous invite à être particulièrement vigilant, parce que si les acteurs, les cadres, je dirais, au contact des monuments historiques sont particulièrement sensibilisés sur le risque incendie dans le domaine patrimonial, les compagnons, les gens de terrain, pour eux, ça ne les a pas plus émus que ça. Alors je fais grosse maille, mais ce sont des gens qui vont au plus pratique, au plus efficace, etc.
Et donc le danger, c'est jamais eux, c'est l'autre corps de voisins, c'est l'autre corps de métier, etc. Donc il faut être particulièrement vigilant avec ces gens-là parce qu'ils n'ont pas changé d'un iota. Et si vous, en tant que maître d'ouvrage, vous n'imposez pas des permis de feu, il ne faut pas compter sur eux pour le faire. Donc il faut les avoir à l'œil, les surveiller, les contrôler et surtout leur dispenser ce petit guide. Et moi, ce que je demande pour les chantiers du ministère de la Culture, ce que je préconise, c'est de leur faire émarger avant le chantier qu'ils ont bien eu ce petit guide et ils en ont pris conscience. Donc pour leur mettre en garde sur les matériaux qui peuvent présenter des risques, les matériaux écologiques, le mouton, la laine de chanvre, c'est bien sur le plan écologique, mais c'est une cochonnerie sur le plan du risque incendie. Donc il y a un certain nombre de mesures qu'il faut avoir en tête. Et puis après, les permis de feu, bien effectivement, il y a un certain nombre de règles de base à respecter. Donc ça, c'est un petit guide à avoir toujours et à leur rappeler régulièrement. Et puis, quand on a un sinistre, on est souvent dépourvu. Eh bien, il y a une procédure qui date également de 2013 et sur laquelle ça vous permet effectivement d'avoir l'ordre de priorité des choses à faire. Et surtout, actuellement, quand on a un feu, c'est le cas dernièrement, on a eu un feu à Aix-en-Provence. Les deux garçons, moi je le connais puisque j'ai fait ma scolarité à Aix. Sur le cours Mirabeau, vous avez un restaurant, un bar exceptionnel avec des décors somptueux qui a brûlé ce week-end. Bon, on a eu l'information par Google Incendie. Google Incendie, c'est bien, mais c'est quand même pas très professionnel. Or, on a une adresse fonctionnelle qui existe dans ce petit guide qui permet de toucher les gens qui ont à en connaître. Et puis surtout, on définit une procédure pour faire du retour d'expérience et nous donner des éléments après le feu pour avoir un certain nombre de retours d'expérience. Voilà. Écoutez, j'ai été un peu rapide, mais voilà, je pense que c'est des éléments sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Et puis, un petit... je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais vous regarderez, il y a un petit... On a parlé du risque incendie, du risque électrique, mais vous regarderez ce petit truc sur l'échauffement d'une multiprise, comment ça se passe. Eh bien, vous comprendrez comment ça se passe. Le branchement de divers appareils sur une multiprise sans avoir vérifié que la... Le réseau électrique, il peut être conforme, mais si vous utilisez, comme on le voit partout, des multiprises en série pour alimenter des cochonneries de systèmes de chauffage soufflant et j'en passe, donc on a vraiment les cas les plus flagrants de sources d'éclosion. Voilà, j'étais un peu rapide, je m'en excuse, mais il fallait que je brosse rapidement les grandes lignes. Alors, je ne sais pas si ça répond tout à fait à vos attentes, parce que j'ai fait pas mal de références aux cathédrales, mais sachez que tout ce qu'on a mis en évidence dans le plan d'action des cathédrales, je crois qu'il y en a une grosse majorité des mesures qui sont transposables aux églises et sur lesquelles vous avez des enseignements assez basiques à tirer et des mesures assez simples à mettre en œuvre de respect. Alors je pense qu'il y a peut-être 5 minutes pour des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, si j'étais exhaustif. Y a-t-il des questions là-haut? Armel. Donc, si je résume bien, vous résumez toute église ouverte du matin au soir comme un ERP, qui est 1, 2 ou 50 000 pelés qui la fréquentent. C'est un peu la difficulté. Alors, je ne dis pas que toutes les églises sont considérées comme des ERP, mais si elles sont le cas, si c'est le cas, si elles ont fait l'objet d'une ouverture, d'une déclaration, d'un recensement comme établissement recevant du public, voire dans certains cas de petite église de 5e catégorie, ce qu'on va retrouver, ça reste des ERP. Et la notion d'un ERP, le dogme, c'est qu'il y a un exploitant qui est là pour assurer la sécurité publique. Donc c'est une difficulté, même pour les cathédrales. Jusqu'à présent, c'est un point qui n'avait pas trop fait l'objet de... On n'avait pas trop creusé l'affaire, mais on se rend bien compte que le feu de Notre-Dame, il s'est déroulé dans un environnement où le public a été évacué. Il a été évacué 2 fois, mais on avait du public qui était dans les parties sommitales, qui a pu être évacué. On est passé à côté de difficultés qui auraient pu être majeures si on n'avait pas pu les évacuer. Donc ça, c'est un point essentiel. Et si jamais on n'avait pas pu le faire, on aurait enquêté, on aurait regardé, mais qui c'est qui assurait la sécurité du public? Donc dès lors que vous êtes établissement recevant du public, on considère que les règles s'appliquent. Et les fondamentaux, c'est ça. Donc malheureusement, c'est toute la difficulté qu'on a, effectivement. Et on ne peut pas dire que parce que la fréquentation est somme toute très faible, eh bien qu'on ne prend pas de mesures et qu'on laisse le public se débrouiller tout seul. A fortiori, si c'est des publics étrangers qui va venir, qui ne connaît pas l'édifice et qui vient visiter dans le cadre d'un circuit de visite. Mais ça a fait l'objet au préalable d'une déclaration d'établissement recevant du public.
Oui, sauf que pour les 5e catégories, les mesures, si vous voulez, il y a des mesures de souplesse qui sont données. Les établissements recevant du public, la majorité sont des petits établissements, ce qu'on appelle les 5e catégories, et pour lesquels il y a des mesures de souplesse qui sont données à la fois sur les procédures d'ouverture au public, de déclaration, mais également sur les procédures de contrôle, puisqu'il n'y a pas d'obligation de contrôle périodique, sauf pour les établissements à sommeil, ce qui normalement n'est pas le cas dans ce type d'édifice. Donc forcément, on n'a pas la même surveillance, mais les règles, somme toute, sont les mêmes. Et les mesures de souplesse sont données parce que forcément les commissions de sécurité ne peuvent pas se démultiplier et elles ciblent les endroits. Vous avez bien vu ce qui s'est passé à Rouen dernièrement avec les 14 jeunes qui sont morts. On était dans un type d'édifice sur lesquels effectivement la déclaration d'ouverture, les contrôles ne sont pas obligatoires par une commission de sécurité parce que ce sont des 5e catégories sans locaux à sommeil. Mais les mesures de vigilance ont montré qu'il fallait être particulièrement vigilant sur ce type d'activité parce qu'il y avait des dérives. Donc je dirais que moi je ne peux pas vous dire autrement que pour celles qui ont fait l'objet d'une déclaration, effectivement, en tant que RP, on devrait avoir la présence d'une organisation sur place ou à proximité. Il y a des mesures de souplesse qui peuvent être données, mais c'est quand même un dogme. Et vous doutez bien que si on a une sorte de différend avec la Conférence des évêques de France, c'est parce qu'effectivement c'est un point difficile à résoudre parce qu'on ne peut pas simplement fermer pendant les périodes où on n'a pas d'affectataire présent. C'est pas aussi facile que ça. Mais c'est un sujet véritablement sensible. Oui, bonjour. Petite question sur les permis de feu. Est-ce que vous pouvez nous apporter une précision? Qu'est-ce que c'est et qui les attribue? Et j'ai une deuxième question concernant le plan de sauvegarde des biens culturels. Est-ce que c'est une notion qui est ancienne? Est-ce que c'est une disposition qui est nouvelle? Voilà. Alors les permis de feu, j'aurais pas le temps de développer parce que malheureusement c'est pas spécifique aux églises. C'est des mesures qui viennent du Code du travail dans lesquelles effectivement on les a transposées dans les autres milieux. Le permis de feu, c'est grosso modo une procédure qui est non pas une procédure administrative mais une procédure opérationnelle avec 3 personnes qui doivent signer le permis de feu. Le donneur d'ordre, reste à déterminer qui est le donneur d'ordre. Donc on l'a défini, nous, pour les établissements qui relèvent de l'État, parce que c'était un sujet qui n'avait pas été développé. La personne qui fait les travaux, et puis une personne qui contrôle les travaux postérieurs. Donc ça, c'est une procédure qui est assez classique, qui est connue, mais qui n'est pas réalisée, parce qu'on ne connaît pas le donneur d'ordre. Et puis pour la deuxième chose, le plan de sauvegarde des biens culturels. Donc c'est inscrit dans le Code de la sécurité intérieure depuis 2005 de mémoire. Et la question, c'était quoi déjà? Ça existait depuis quand? Oui, alors c'est une mesure qu'on cherchait à appliquer depuis 1995 suite au feu du Parlement de Bretagne, une mesure du ministère de la Culture. Et suite à une action d'un savant-pompier professionnel, le lieutenant-colonel Philippe Blanc, du SDI 77, il a profité des travaux de modernisation de la loi de modernisation de la sécurité civile pour intégrer dans Orsec, à l'occasion, Orsec Patrimoine avec cette création. Donc ça a mis le temps un petit peu, et depuis, c'est codifié dans le Code de la sécurité intérieure, et ça s'applique à tout exploitant de monuments d'édifices dans lesquels il y a des œuvres culturelles et culturelles, voilà, des biens culturels. Voilà, je suis désolé, je suis obligé de faire court, mais le train ne va pas nous attendre et j'ai une mission demain et si je loupe celui-là, c'est fini. Juste une dernière question peut-être et puis on clôture. Si Carole, tu fais très vite. Je ferai très vite. Juste une petite observation dans les intervenants que vous pouvez utiliser, vous propriétaires ou maîtres d'ouvrage, il y a les bureaux de contrôle qui sont des personnes agréées et qui peuvent vous accompagner dans vos mesures de prévention. Et une petite question aussi, est-ce que suite à l'incendie de Notre-Dame, l'État va légiférer sur la sécurité incendie des églises paroissiales? Je dirais qu'il n'y a pas besoin de légiférer. Alors les bureaux de contrôle, j'en ai pas parlé parce que le bureau de contrôle, lui, il intervient à un autre sujet. J'ai parlé dans les acteurs, des acteurs qui me permettaient, pour moi, qui étaient des acteurs. Je ne l'ai pas mis de côté, mais le bureau d'études en sécurité incendie, c'est un élément qui va trouver des solutions. Il va falloir s'adapter. Le bureau de contrôle, lui, c'est binaire. C'est oui ou c'est non. Non. Excusez-moi, le bureau de contrôle, j'ai travaillé... Non, excusez-moi, madame, mais je n'aurai pas le temps de polémiquer sur les bureaux de contrôle, mais pour moi, le bureau de contrôle, à cette phase-là, ce n'est pas l'élément
c'est pas l'acteur qui me paraît pertinent. Et puis après, l'État ne va pas légiférer sur le risque incendie dans les édifices de culte, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de différentes, il n'y a pas besoin de développer la réglementation, il y a simplement d'appliquer des principes qui existent, qui sont connus de tous. On n'a pas besoin de sortir de... On a déjà regretté l'inflation réglementaire qui existe en France, c'est pas pour en rajouter. Donc il y a un plan d'action qui va concerner les cathédrales, qui a vocation après décliner pour les autres édifices, mais on ne va surtout pas en rajouter avec des nouveaux textes. Par contre, des documents opérationnels tels que ceux que vous avez vus, qui ont été mis en œuvre par la Direction générale de la sécurité civile, ils ont vocation à faire du retour d'expérience. Donc ça, c'est de la réactivité, mais on ne va pas se lancer vers une refonte de la réglementation ORP. Voilà. Je suis désolé, j'ai rien contre les bureaux de contrôle, mais dans le processus dans les monuments historiques, c'est des cas d'espèce. Le bureau de contrôle, il n'a pas trop sa place à ce moment-là. Le bureau de contrôle, il viendra après. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est mon approche. Merci. Je vous remercie. Désolé pour les raccourcis, mais... Non, mais merci, c'était très clair. Et puis on a bien compris que de toute façon, vous étiez disponible, ou votre successeur, parce que je sais que vous arrivez bientôt en fin de mission. Que voilà, n'hésitez pas, si vous aviez des projets ou des questions relatives, à contacter directement Monsieur Burger ou son successeur.